Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien qui va être axé sur l'international. Vous êtes désormais quadruple candidat à la présidentielle. Vous l'avez annoncé dimanche dernier sur TF1. Le scrutin de 2027, c'est une évidence, sera percuté par l'actualité internationale. Vous avez décidé de faire de la question diplomatique un axe central de votre programme, sauf erreur de ma part. Alors, on va être très concret. On va prendre les dossiers les uns après les autres. Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, je commence par l'Iran. L'Iran, demain vous êtes au pouvoir. Que faites-vous? La première mesure sur le sujet. Oh. Alors, c'est exactement le genre de choses qu'on ne peut pas faire. Des nœuds de problèmes de cette nature ne se règlent pas sur une mesure. Mais bon, j'entre dans le jeu de la question, je la comprends. D'abord, prenons la mesure de ce qui se passe vraiment, c'est-à-dire que nous avons deux pays qui, sans aucun mandat international d'aucune sorte, ont décidé d'en attaquer un troisième, c'est-à-dire les USA, Israël, attaquent l'Iran. Donc, quoi que l'on pense du régime iranien, et personnellement j'en pense beaucoup de mal, et je me suis beaucoup mobilisé contre lui, il est certain que pour nous Français, notre intérêt, c'est le droit international. Donc on ne peut pas accepter que deux pays cherchent à en envahir un troisième. Pourquoi? Je vais être très, réel politique. Parce que ou c'est le droit international, ou c'est la loi du plus fort. Or, il y a un grand inconvénient à la loi du plus fort. Nous ne sommes pas les plus forts. Nous, Français. Dès lors, il faut voir que ces deux-là ont chacun, des objectifs qui ne sont pas ceux que l'on affiche. Mais vous le savez, parce que je suis vos chroniques sur le sujet. Israël mène une guerre régionale d'influence sur tout son environnement à travers l'Iran qui a des positions par différents groupes politiques. Il y a là une situation de conflit déjà depuis un moment. Et puis les USA sont dans une autre bataille, cette fois-ci qui vise la Chine. Mais donc les deux ont des enjeux de très haut niveau. Et par conséquent, il se joue de manière imprévue une bataille qui va sans doute changer durablement le cours des événements dans le monde. Alors, c'est la raison pour laquelle on va y rester un petit peu encore. L'envoi du Charles de Gaulle, de notre porte-avions, ça c'est dans l'actualité. Vous avez écrit « Macron envoie le Charles de Gaulle, une gesticulation. Il faut plutôt forcer les Américains à quitter le détroit d'Ormuz en commençant par interdire le survol du territoire aérien français en coordination avec les pays d'Europe du Sud. » D'abord, le mot « gesticulation », qui ne choque pas certains militaires, puisque c'est un mot qui serait approprié, mais tout de même, Jean-Luc Mélenchon, le porte-avions, il est présenté comme étant le meilleur des ambassadeurs. Il est présenté comme étant la diplomatie du porte-avions, capable de montrer de quoi on est capable. Et, n'est-ce pas dire, notamment aux États-Unis, on est capable d'agir en dehors d'un cadre otanien. Vous, le non-aligné, ça devrait vous parler, ça devrait peut-être devoir vous plaire même. Non mais moi je ne suis pas quelqu'un qu'on amuse avec des choses qui sont irréalistes. Alors, le mot gesticulation s'applique à M. Macron. Car voyez-vous, madame, à cet instant, la difficulté pour nous tous, en tout cas les responsables politiques, c'est que nous parlons et nous représentons notre propre pays. Par conséquent, il n'est pas possible d'aller au bout de ce qu'on aurait à dire. Donc la gesticulation ne concerne pas nos militaires, donc je suis certain qu'ils vont faire leur devoir avec un haut niveau de technicité et de performance. Mais il ne faut pas engager leur existence et nos moyens de manière désinvolte. Passer par le canal de Suez est déjà quelque chose d'assez audacieux dans le contexte dans lequel on est. Descendre toute la mer Rouge, c'est une autre audace. Et puis, après ça, on va arriver en zone de combat. Alors, on reste à l'extérieur. Oui, les zones de combat, elles sont assez éloignées du centre qu'est l'Iran, puisque les pays du Golfe sont frappés directement par l'Iran. Donc ne jouons pas avec les mots, nous entrons en zone de combat. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de dire il faut être économe de la vie des nôtres, et surtout vous avez utilisé une expression qui m'a bien plu, vous avez dit c'est une manière de montrer de quoi on est capable. Et en dehors du cadre de l'OTAN. Oui, croisez les doigts.
qu'on n'aille pas trop nous demander de montrer de quoi on est capable, parce que nous avons un équipement performant, important, mais nous ne sommes pas de taille avec un porte-avions à affronter une situation comme celle qui prévaut dans cette région, tout seul. Mais il s'agit d'assurer la suite. La France veut mener une coalition internationale pour libérer la navigation une fois les hostilités terminées. Cette question concrète, si la France prend effectivement la tête de cette coalition, et que tout ça nous mène jusqu'à l'élection présidentielle, vous êtes président. Vous arrêtez la coalition, on ne mène plus de coalition dans la zone, plus de coalition internationale? Mais le contraire. Mais une coalition, pour quoi faire? D'abord, premièrement, disons les choses comme elles sont. Ce n'est pas l'Iran qui bloque le détroit d'Ormuz, ce sont les Américains. Mais ils ne bloquent pas le détroit, ils bloquent les navires iraniens. Oui, d'accord, mais enfin, ça revient au même. Parce que la puissance qui est attaquée, c'est l'Iran. L'armée américaine est déployée, personne ne m'a demandé de venir là. Et le résultat, c'est que c'est une zone de guerre. Voilà, bon. Et dans une zone de guerre, le protagoniste qui est envahi est toujours en position de force plus grande que celui qui assaille. C'est pas d'aujourd'hui que c'est comme ça. Vous voyez bien que ça a provoqué un effet de regroupement à l'intérieur de l'Iran, du peuple iranien, qui est un très vieux peuple, pour se défendre. Bon, donc déjà, notre porte-avions arrive là, il fait quoi? Moi, c'est pas par ce bout-là que j'aurais pris le problème. Qu'on envoie le porte-avions au large de Chypre parce qu'à un moment donné, on a pensé qu'il y avait un risque, qu'il y avait eu des tirs, si vous vous souvenez. Bon, oui, ça, très bien. Chypre est dans l'Union européenne et les statuts de l'Union européenne, les engagements de la France, fait que si un pays de l'Union européenne est agressé, du fait des traités européens, nous sommes tous censés intervenir. Il est donc normal que les Français se mettent à l'endroit où le risque existe, c'est-à-dire Chypre. C'est une autre paire de manches d'aller là-bas en bas et de se mettre dans la zone de combat. Parce que c'est pas ce qu'il faut faire. Pour le moment, on n'est pas dans la zone de combat. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est précisément parce que je ne suis pas aligné, que je ne vois pas la raison pour laquelle nous irions dans cette zone, après avoir fait des déclarations, le ministre Barrot et le président Macron, en rendant l'Iran responsable du blocage. Ce qui fait de nous, Français, à cette étape, des gens qui ont pris parti pour les raisons qu'annoncent les États-Unis et Israël. Attendez, laissez-moi finir. J'ai fait le contraire, c'est-à-dire d'abord un front du refus, car cette guerre est intriquée avec celle de Gaza et de l'invasion du Liban. Front avec qui vous faites front? Alors le front du refus, d'abord avec les pays européens qui refusent la stratégie des États-Unis et d'Israël. Les Espagnols en premier lieu. Les Espagnols, et vous verriez que très vite... En dehors des Espagnols, vous avez qui en tête? Mais attendez... Parce que la question, c'est de savoir si vous seriez seul ou vous auriez vraiment du monde à vos côtés. Madame, pardon, vous ne pouvez pas raisonner comme ça. Si j'y suis, ce n'est pas à l'autre. Et donc, si j'y suis et que l'on vient en renfort des Espagnols, vous avez un tas de pays qui disent « Ah ben, quand même, il y a les Français, ils ont un porte-avions, ils ont l'arme nucléaire, ils ont une armada, il y a les Espagnols qui sont aussi de bons guerriers, et par conséquent, ça vaut la peine d'aller avec eux, parce que en retour, ils nous assureraient une protection plus avancée. Je parle des nations européennes. Mais tout aussitôt, vous auriez des pays d'Amérique latine. Monsieur Pedro Sanchez vient de faire une réunion à Madrid avec les Brésiliens, les Mexicains, les Colombiens, sur la question notamment du droit international et de Gaza. Et puis vous avez les pays qui viennent d'Asie, qui ne veulent pas entendre parler de cette guerre, et qui se sentiraient en quelque sorte fortifiés et auraient un point d'appui. Voilà ce que moi j'aurais fait. Jusqu'à maintenant, Emmanuel Macron, il s'est plutôt montré en opposition avec le président américain. Il a refusé les coalitions américaines, ce qui lui avait eu d'ailleurs quelques réprimes. On ne peut pas dire d'Emmanuel Macron aujourd'hui qu'il s'est aligné sur le président américain. Les choses, s'agissant de Macron, sont toujours compliquées parce que c'est en même temps. Donc en même temps, il a dit des choses aimables pour M. Trump, des choses désagréables. Et en même temps, il dit qu'il faut cesser et débloquer le détroit d'Ormuz, mais il en rend responsable les Iraniens. Tout ça ne tient pas debout. Pardon, je veux insister sur ce point, tout en ménageant dans mes mots
les nôtres qui sont engagés dorénavant dans ce secteur. Mais ce n'est pas raisonnable de se comporter comme ça. Il faut avoir une ligne et une seule. Et ensuite, nous n'avons de révérence à faire à personne. Monsieur Trump agit comme il agit. Et nous pouvons les bloquer tous autant qu'ils justement, sont. les bloquer. Vous dites, je poursuis, je reprends ce que vous avez écrit sur le Charles de Gaulle. Vous dites, il faut interdire le survol du territoire aérien français en coordination avec les pays d'Europe du Sud. Mais les conséquences ? Ce sont des possibles mesures tarifaires, c'est l'impact sur les échanges commerciaux, ce sont les conséquences sur l'OTAN, c'est potentiellement, pardonnez-moi quand même, mais la solitude au niveau européen, parce que certes il y a les Espagnols, encore une fois je parle du niveau européen, mais on oublie du coup l'Allemagne, partenaire principal, Roumanie, Danemark, Pologne, Belgique. Mais allez-y, il y en a 27 à citer. Oui. Bon, mais alors à ce moment-là, bon, je vous entends. Alors laissons aller. Ne faisons rien, disons des paroles aux uns et aux autres. Je ne veux pas entendre parler de ça. Alors, on a le droit de choisir ça, hein. Je ne le discute pas. On a le droit de choisir ça. Mais ce n'est pas mon point de vue. Et comme je suis candidat à la fonction et que la fonction prévoit d'être le chef des armées, et donc responsable de cette situation, ce n'est pas la ligne que j'appliquerai. J'essaierai de faire en sorte que ceux qui ont décidé tout seuls et en violation du droit international une intervention sur un pays, eh bien de les faire reculer. Comment y prendrais-je ? Eh bien d'abord en aidant d'aucune manière les Nord-Américains à aller venir en passant par la base d'Istre. Je suis contre. Donc, ils ne nous survolent pas, ils ne passent pas chez nous. Vous pourriez tenir votre raisonnement à l'Arabie Saoudite, elle aussi vient de décider que les Nord-Américains ne peuvent plus survoler son territoire. Mais il y a une raison à ça. C'est que du coup, vous devenez une cible. Les Nord-Américains ont installé des missiles et du matériel chez les Allemands. Les Allemands sont une cible, dans le cas de guerre, et nous, les Français, qui sommes leurs voisins. Laissez-moi achever sur un point. Il ne suffirait pas seulement de bloquer les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui les retient actuellement ? C'est qu'ils n'ont pas d'alliés pour faire ce travail-là, pour amener des forces armées. Il n'y en a pas. Il faut donc lui retirer l'unique allié qu'il a dans cette affaire et qui trouve son compte, qui est le gouvernement de M. Netanyahou. Donc il faut faire voter en Europe, maintenant il y a 5 pays qui le demandent, le blocage de l'accord commercial entre l'Union européenne et Israël. Et vous savez que nous, les Insoumis, nous avons fait une pétition européenne, et donc par la force des choses, ce sujet sera débattu au Parlement européen. M'avez-vous bien compris donc ? Front du refus et commencer à bloquer les protagonistes. On va s'arrêter quand même un peu plus sur Donald Trump, précisément, parce qu'on y revient régulièrement, donc on s'y arrête. Donald Trump, vous êtes au pouvoir, il sera là. Comment vous le traitez ? Vous le traitez en ennemi, plus qu'en adversaire, même en ennemi, le président américain ? Il faut se garder de grands mots qui pourraient ensuite me revenir dans la figure. Mais Non, on ne peut pas. Moi, je traite personne en ennemi. Je suis pour la paix et pour le non-alignement. Par conséquent, les États-Unis d'Amérique, c'est un partenaire depuis longtemps. Et voilà, on discute. On reste en relation. Mais on met à distance de l'organisation militaire des États-Unis d'Amérique. Vous êtes adversaire ou pas, Jean-Luc Mélenchon ? Et dans la vie, il n'y a pas que des adversaires et des complices. Bon, parce que sinon, on ne peut plus parler de rien. Et on dit qu'on est dans l'OTAN et on fait ce que nous dit Oncle Sam. Mais ça, pas du tout mon point de vue. Alors, de ce point de vue, je suis plutôt dans la tradition gaulo-mitterrandienne. Ce sont des partenaires, mais écoutez-moi, parce que je vais dire que ma ligne, c'est à distance. Et tout ce qui nous lie à eux militairement doit être mis à distance. C'est-à-dire tous leurs logiciels, c'est-à-dire tous les équipements, c'est-à-dire nous devons être absolument indépendants. Et je renverrai chez eux, Allemands et Nord-Américains, qui sont avec nous dans la structure de l'OTAN, qui s'occupent de l'espace, où je ne peux pas être avec eux. C'est simple, c'est la question la plus simple du monde. D'abord, commençons par déniaiser le débat. Il n'y a personne qui croit au monde que dans le cas où nous serions attaqués, les États-Unis d'Amérique feraient défricher des croix pour sauver Toulouse. Ça n'existe pas. Donc, ne racontons pas d'histoire. La preuve, c'est que nous, Français, quand nous proposons le thérapie nucléaire dans un moment où on dit un peu n'importe quoi, pas surtout. Attendez, très intervenir, ça peut pas le faire par les développés. C'est des sujets qui sont extrêmement entre les militaires. Et je voudrais terminer mon raisonnement. Nous sommes liés par les contrats, par les accords européens. Nous sommes liés entre nous et l'Union européenne. Donc, si nous sommes attaqués, tout le monde respectera son engagement. Nous nous défendons tous ensemble. On ne peut pas aller faire une grande face à la défense.
Macron appelle Trump pour lui dire les d'accord et tout. Le tout, c'était ce que proposait Trump et Poutine. C'est-à-dire qu'il occupait une partie du Donbass, la partie russophone de l'Ukraine. Et naturellement, comme les Ukrainiens ont tellement maltraité les russophones, il y a une grande haine. Mais attendez, laissez-moi finir. Moi, c'est moi qui me suis scandalisé à ce moment-là en disant, vous êtes prêts à dire qu'une partie du territoire va passer chez les Russes? En fait, c'est une mauvaise blague. Vous leur demandez même pas leur avis. Vous leur faites référendum pour les populations concernées. Oui. Mais imaginez, il y a le référendum. La partie concernée dit, on veut passer du côté russe. Vous croyez vraiment, Jean-Luc Mélenchon, que les Russes vont s'arrêter là en disant, ok, très bien, le Donbass est revenu à nos côtés, fin de l'histoire? Alors Est-ce que l'ambition... Non, mais c'est pas moi qui la question. Oui, parce que si on va de ci en ci, est-ce que les Russes vont devenir gentils? Non, ils sont toujours russes. Alors du coup, comment on fait? Mais je règle les problèmes un par un, dans mon esprit, comme moi je vois les choses. Si le but c'est de les ramener, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une négociation avec eux sérieuse. Une négociation sérieuse, c'est pas des petits coups de téléphone pour arranger je sais pas quoi. C'est une négociation, on leur dit écoutez, vous sortez d'Ukraine, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas gagner la guerre, ils ne peuvent pas la gagner non plus. Vous allez continuer combien de temps? Quelles seraient les bases d'un bon accord? Les bases d'un bon accord, c'est des sécurités mutuelles. Sécurité pour l'Ukraine, sécurité pour la Russie. Et sécurité pour nous, qui sommes la troisième partie. Nous, les Français, nous avons des exigences de sécurité à l'égard des Russes.
Est-ce qu'il ne devrait, vous savez, certains vont se dire, encore une fois, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que le premier point, ça ne devrait pas être, il faut aider les Ukrainiens à gagner cette guerre, les aider le plus possible par tous les moyens pour gagner cette guerre. Tous les moyens, non, madame. On ne donnera pas de bombe atomique pour l'Ukraine. Il n'y aura pas de guerre atomique si c'est moi le président, il n'y aura pas de guerre. Je ne veux pas bombarder les Russes. Voilà, je ne veux pas. Parce que je n'oublie pas d'abord qu'eux ont perdu 20 millions d'élèves. Et je vous le redis, ils tirent une fois et c'est fini pour nous. Parce qu'il faut se rappeler qui on est. On est le pays qui est au bout du continent. Nous avons une doctrine qui a été établie par De Gaulle, pas par un gauchiste. Et cette doctrine dit, nous ne permettons pas qu'on nous touche un cheveu. Si vous nous touchez un cheveu, on vous frappe nucléairement. Est-ce que cette doctrine s'applique, oui ou non? J'ai l'impression qu'elle ne s'applique plus. Car si on l'avait appliquée, il aurait fallu taper dès que l'Ukraine a été envahie, puisque nous étions liés à elle,
par des accords d'amitié, fort heureusement, pas par des accords militaires. La seule erreur politique que j'ai faite dans mes appréciations dans ma vie, elle est venue du fait qu'une fois j'ai cru mon gouvernement, le gouvernement français, qui nous disait « Nous avons les moyens de voir, vous savez qu'on les a, on sait ce qui se passe, on a les satellites, qui nous permettent de savoir. » Et la ministre des Armées, Madame Parly, avait dit « Nous avons des moyens de voir, nous voyons, et nous ne tirons pas les mêmes conclusions que les Russes, que les Américains. Les Russes n'interviendront pas. Un mois après, ils intervenaient. Par conséquent, c'est le réalisme et l'entente qui permettent de savoir de quelle manière il faut agir. Je vous redis, je suis certain que les Russes sont prêts à un accord honorable. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre. Ces gens sont réalistes. Les Ukrainiens ne peuvent pas non plus la gagner. Nous devons aider les Ukrainiens à résister, mais nous ne devons pas faire d'escalade. On ne joue pas à la guerre, parce que les Français n'en ont pas les moyens. Le temps file encore une fois, je suis obligé d'avoir les yeux sur l'horloge, vous le savez très bien. Je voulais revenir sur l'autre dossier international parce qu'on pourrait faire 1h30 sur la Russie et l'Ukraine, j'en doute pas, et ce sera certainement l'occasion d'autres discussions et il y aura certainement pas mal de réactions. Mais il faut qu'on parle, puisque le temps avance, de l'Algérie également. L'Algérie, j'avais l'intention d'en parler, mais l'actualité s'est un peu plus imposée ces dernières heures, parce que Emmanuel Macron dit vouloir restaurer un dialogue, je cite, efficace avec l'Algérie, et l'ambassadeur français sur place va reprendre ses activités. Annonce du jour, la ministre des Armées, elle s'y rend vendredi pour commémorer la répression française de Sétif de 1945. Sur la route du dégel, point d'interrogation, et si oui, vous le saluez, saluez cette démarche? Je vais quand même pas saluer des gens qui ont fichu une pagaille pareille sur le sujet, mais oui, j'approuve cette orientation et je la trouve plus intelligente, plus réaliste que celle de M. Retailleau qui a envie de recommencer la guerre d'Algérie, vivant dans des nostalgies idéologiques qui n'ont aucun intérêt. Ils nous ont mis dans une situation pas croyable, comme toujours avec la mentalité coloniale. Parce qu'on pense que les Algériens, ils ne doivent pas nous dire ceci, ils ne doivent pas... Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Les Algériens sont des gens raisonnables. Et on discute raisonnablement avec des gens raisonnables. Il y a un problème avec le rapatriement en Algérie des gens qui n'ont pas les titres pour rester en France. Bon, vous croyez que vraiment ça vaut la peine qu'on fiche un chaos pareil dans nos relations? Discutons avec les Algériens jusqu'à ce qu'on s'entende. Et puis si j'ai quelque chose à dire à cet instant, à cette minute, c'est de m'adresser à M. Abdelmajid Tebboune pour lui dire « Président, maintenant vous avez dans vos mains la libération du journaliste M. Glaise. » Et le journaliste M. Glaise, il a renoncé à son recours à la Cour de cassation, de sorte que à aucun moment vous n'ayez le sentiment qu'un Français cherche à provoquer l'Algérie. Il dépend de votre grâce qu'il puisse être libéré. Alors faites-le pour que on reprenne des relations normales entre nous, on discute, des fois on n'est pas d'accord, des fois on est d'accord, mais on ne se fait pas cette tension permanente. Monsieur Retailleau a beaucoup nui à la France. Beaucoup nuit à la France. Oui, je n'ai pas précisé, mais le gouvernement français fait savoir qu'il y aura une attention prioritaire accordée au retour de Christophe Glaise, le journaliste. Sur ces sujets, les Français, quel que soit notre bord, on est plutôt solidaires à chaque fois pour aider les nôtres à être sortis de prison quand ils y trouvent. Je reviens sur Emmanuel Macron un instant vis-à-vis de l'Algérie. Emmanuel Macron qui a beaucoup fait parler de lui parce qu'il a récemment parlé du mot, utilisé, pardonnez-moi, le mot Maboul
en parlant de ceux qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Ce sont des mots que vous pourriez reprendre vous-même. Eh bien non, parce que ça se fait pas, il paraît. Et le malheureux, il s'est fait traiter de tous les noms parce qu'il avait dit ma boule. Bon, alors nous, les pieds noirs, on dit Badjok. Bon, j'ai pas envie de faire ça. Je pense que ceux qui ont... Parce que c'est fait, alors c'est pas la peine d'en rajouter. Mais ceux qui ont organisé cette tension avec l'Algérie se sont comportés d'une manière irresponsable. Et alors après, on est arrivé sur la question, là il s'agissait de la reconnaissance des médecins algériens qui travaillent en France et de leur faciliter la vie. Mais il faut voir comment on se comporte grossièrement. Ces gens nous aident et sans eux, on ne peut rien faire fonctionner. S'ils n'étaient pas là, donc on devrait les traiter avec respect, reconnaître leur diplôme. S'il y a un doute, eh ben, on vérifie. Et eux-mêmes seront les premiers à dire qu'ils sont d'accord pour que cela se vérifie. Il faut faire baisser la température. Nous avons besoin mutuellement les uns des autres. Et puisque nous parlons de l'Algérie, voyez-vous, il y a des tâches plus urgentes que de permettre aux nostalgiques de la guerre d'Algérie, nous devons nous entendre à toute vitesse avec les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Libyens, tout le tour de la Méditerranée. Moi, je prends le petit bassin. Je suis un partisan d'un accord privilégié du petit bassin. C'est-à-dire, pas Mauritanie, on peut les mettre, mais bon, Maroc, Algérie, Tunisie, on avait mis la Libye, et de l'autre côté, les Italiens, les Grecs, les Français, les Espagnols, et on y met les Portugais. Ça fonctionnait. Ça a été détruit, puis M. Sarkozy a proposé qu'on le réhabilite, et c'était une très bonne idée. Et là-dessus, les Allemands ont dit « Ah non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous n'allez pas faire vos affaires ensemble. » Bon, tout ça est parti à volo et maintenant ne fonctionne plus. Mais nous avons un intérêt vital. L'eutropisation. La mer Méditerranée se réchauffe plus vite que les autres mers. Donc ça s'évapore davantage et ça retombe autour dans des conditions désastreuses de cataractes de flotte qui arrivent. Nous avons besoin, alors les incendies tous les étés, nous avons besoin d'un service commun de sécurité civile pour les incendies. Ça c'est urgent. Plus urgent que d'aller s'enguirlander pour des histoires qui n'en valent pas la peine. La mer Méditerranée étant une mer qui se réchauffe plus vite et que nous, les Européens, nous déversons là-dedans tous nos fleuves qui sont remplis de produits de toutes sortes, la mer Méditerranée est en train de se tropiser, c'est-à-dire qu'il y manque de l'oxygène et qu'il y a toutes sortes de cochonneries qui fait qu'il y a des algues partout et que ce qui est vivant, les poissons et le reste, en train de mourir. Ça, c'est urgent. Et pour ça, il faut s'entendre avec l'Algérie. Parce que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, n'en déplaise aux néocolonialistes, ont des ingénieurs de très haut niveau, ont des gens capables de faire avec nous des équipes qui s'occuperaient des incendies, de l'eau, de la mer, enfin des choses sérieuses. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, il va se rendre en Afrique. Vous avez souvent... Depuis votre première candidature, vous en êtes à la 4e, mais donc la première candidature, vous avez souvent attaqué Emmanuel Macron sur sa politique en Afrique. Vous avez dit un jour sur LCI ne pas avoir l'intention d'assumer la responsabilité des actes d'Emmanuel Macron. Vous avez parlé par le passé de paternalisme, de manque de respect et de néocolonialisme. Là, il y va pour signer notamment des accords. C'est un continent d'avenir, l'Afrique, vous en conviendrez. Vous y allez, vous, Jean-Luc Mélenchon, pour signer des accords. Mais ce ne serait pas du néocolonialisme pour autant? Non, alors bon, nous ne nous encombrons pas de mots qui, à un moment donné, s'appliquaient à un cas particulier. Pardon de vous dire que quand on dit à un chef d'État, à côté duquel on est assis, tiens, où il est passé, il est parti réparer la clim, on peut considérer que c'est du niveau du vocabulaire de Tintin au Congo. Ce n'est pas acceptable. Et ce n'est pas acceptable d'avoir dit à M. Tshisekedi, au Congo, qui est le pays francophone le plus nombreux du monde, ils sont 100 millions, de lui avoir dit « Ah oui, votre élection, c'est un arrangement à l'africaine ». Non, on ne parle pas comme ça aux présidents africains, et moi, je ne le ferai jamais. Je pense qu'il faut tourner la page. Mais le dégât est immense. On s'est fait fiche dehors de 5 pays. Alors, il y en a qui sont particulièrement doués. Monsieur Barrot, il va au Tchad, où on a reconnu le fils de M. Déby qui avait été assassiné, c'est pas ce qui est prévu par la Constitution. Pourquoi les Français reconnaissent ça? On ne le saura jamais. Ils quittent le Tchad et le lendemain, le Tchad fiche nos troupes dehors. Bon, c'est pas très élégant de leur part, parce que quand même, on a fait du boulot là-bas. Il arrive au Sénégal et la même chose nous arrive. Non, nous avons été transformés en pestiférés en Afrique. Il faut réparer les dégâts. Nous avons, pour nous, quelque chose d'abord d'essentiel que vous avez rappelé.
la dynamique démographique du monde, hein, est en Afrique. À la fin du siècle, 9 personnes sur 10 qui parleront français seront en Afrique. Est-ce que ceux qui nous écoutent doivent intégrer ça? Nous avons donc un trésor commun, comme disait Thomas Sankara, une prise de guerre commune, c'est la langue commune, le français. Alors j'ai dit une fois, à matière de blaguer et puis de me faire comprendre, que j'aurais aimé qu'on dise la langue commune, pour qu'on dise, qu'on comprenne qu'elle va se créoliser. Je suis partisan d'une académie de la francophonie. Bref, des choses qui nous rapprochent, parce que culturellement, c'est un espace formidable pour nous, mais pas à la coloniale. Par exemple, je propose de faire une université des métiers de l'espace. Vous avez, je crois, 7 ou 8 pays ou 17 africains qui ont une politique spatiale. Il y a même une agence maintenant africaine qui est installée au Caire. Je suis pour une université de la mer, des métiers de la mer. Donc la langue française nous servirait de moyen d'échange. La politique de M. Macron, pardon, mais c'est le en même temps. Alors on est francophone et on met comme secrétaire général de la francophonie une Rwandaise anglophone. Et en plus d'un gouvernement qui ne cesse de dire du mal de nous. Donc tout ça c'est fini. Moi, président, le secrétariat général de la francophonie sera assumé par un pays francophone, à mon goût, mais je ne ferai que donner mon avis, par un Africain. Je sais que Mme Lumumba est candidate, la petite fille de Patrice Lumumba, est candidate au nom du Congo à la direction de la francophonie. Jean-Luc Mélenchon, les cloches sont là pour nous rappeler qu'il est déjà 20h. On doit parler du carburant, parce que l'une des conséquences de la situation géopolitique qu'on connaît, c'est d'installer dans la vie des Français, dans leur quotidien. On peut presque parler de crise désormais, ça fait 9 semaines que ça dure. Bon, je vais vous poser la question comme ça, d'entrée. Est-ce que vous dites, je connais la réponse, mais tout de même, merci beaucoup Patrick Pouyanné, PDG de Total, de plafonner les prix dans les stations essence? À 1,99 € quand le point de départ... 1,99 €, oui, l'essence et 2,25 € le litre de diesel. Voilà. Alors bon, quand le prix c'était 1,70 €, moi je veux bien dire merci à M. Pouyanné si c'est une manière de créer de bonnes relations. Mais je ne le pense pas, donc je lui éviterai cette hypocrisie. M. Pouyanné, vous êtes français. Votre patrie souffre. Vous êtes à la tête d'une très grande entreprise française, dans laquelle l'État français est actionnaire. Votre devoir de Français, c'est de venir à la rescousse de vos compatriotes. Pas de nous dire « Ah, mais si vous me dites ci, alors je vous menace de ça ». Je ne peux pas entendre ce discours. Et lui, il dit qu'il joue son rôle, il dit c'est comme ça que nous redistribuons nos profits. Oui, eh bien je ne le crois pas, parce qu'il n'en redistribue vraiment qu'une petite part. La preuve, c'est que pour le premier trimestre, il a déjà augmenté de 50% ses bénéfices et qu'il les distribue aux actionnaires. Je veux que les Français tirent la leçon des sottises qu'ils ont fait quand ils ont accepté que Total soit privatisé. C'était une bêtise, parce que Total, c'est beaucoup d'argent, et c'est l'industrie de départ d'une partie de l'industrie chimique. Pardon, 19 milliards l'année dernière pour Total. Aucune entreprise française, jamais dans toute l'histoire du capitalisme français, n'a eu autant d'argent. 15 milliards l'année d'avant, 14 milliards l'année d'avant. Tout ça, ça devrait être dans les caisses de l'État si on n'avait pas privatisé. De quelle manière on peut remettre cet argent dans les caisses de l'État? Est-ce que vous êtes pour taxer les super-profits? Ah ben clairement, c'est même nous qui l'avons proposé, fait voter. Mais taxer les super-profits, de quelles entreprises? Mais de celles qui font des super-profits. Il y a Total, mais quelles autres entreprises? Mais il y en a dans la distribution, il y en a dans toutes sortes de branches. Je ne veux pas qu'à la sortie de cette interview, une série de gens se disent « ce type nous menace ». Je vous dis que... Non, mais c'est pas la bonne question, pardon. Est-ce que je peux me permettre une suggestion? Non, mais ils veulent comprendre qui vous visez, c'est normal. Vous visez des entreprises, ils veulent savoir lesquelles. Écoutez, les patrons qui veulent comprendre ce que je dis, ils n'ont qu'à entrer en contact avec moi, car je ne refuse de contact à personne. Et j'en rencontre régulièrement. Mais pas pour écouter les pleurnicheries sur les charges sociales, qui sont des cotisations, pour discuter de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils vont faire. Et d'ailleurs, les patrons les plus en pointe de ce pays, c'est-à-dire ceux qui font quelque chose, qui vendent quelque chose qui existe, et pas seulement des produits financiers, on arrive toujours à s'entendre très bien. Bon, alors je reviens. La bonne question, c'est pas qui, c'est qui fait des super profits. Ceux qui font des super profits, comment on désigne un super profit? Eh bien, c'est ceux qui dépassent de X% la moyenne des profits qu'ils avaient fait dans les 5 ans qui précèdent, par exemple. Hein. Et après, on dit, ça, tout ce qu'il y a au-delà, c'est du super profit, clac, vous êtes taxé. Pourquoi vous êtes taxé? Pas parce que ça nous plaît de vous taxer, c'est parce que le pays est dans la mouise.
Donc tout le monde doit s'y mettre, ça ne peut pas être seulement les malheureux qui vont à la pompe, parce que qu'est-ce que vous croyez que vous leur prenez à la pompe? Vous leur prenez leur salaire. Et ce fric qu'il y a là, ensuite il va dans le système et ça devient du dividende. Et le dividende, c'est la rémunération du capital. Donc, l'affaire qu'a déclenchée M. Trump modifie la répartition capital-travail en France. Alors, si vous avez envie d'aller dire merci à M. Trump, franchement, vous n'avez aucune raison. Cette situation ne tombe pas du ciel. Elle a été créée par des raisons politiques. On y répond par des raisons politiques. Est-ce que vous diriez de Total que c'est un profiteur de crise ? Non, je ne mettrai pas de mots, parce qu'après, ça va tout gâcher au moment où il faudra discuter. Je dirais, monsieur, vous avez fait des super profits. Je vous explique ce qu'est un super profit pour nous. Donc, comme vous avez fait des super profits, on vous taxe dessus. Ce n'est pas une affaire personnelle. Nous n'avons rien contre monsieur Pouyanné. Vous êtes d'accord pour dire que... dit, pardon, je vous dis ça parce qu'il a dit, on ne va pas me reprocher de réussir. Mais personne ne vous reproche de réussir. Par contre, on peut vous reprocher de ne pas vous rendre compte que des super profits qui sont liés à une guerre méritent quand même qu'on s'interroge dessus. Et puis, monsieur Pouyanné, il y avait 29 raffineries dans ce pays, d'accord? Il n'y en a plus que 6. Qui c'est qui les a fermées? Vous et les autres. Deuxièmement, maintenant qu'on est dans... Pourquoi vous n'avez pas payé d'impôts? Ni en 2019, ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022, ni en 2023. Pourquoi? Vous ne faisiez pas d'affaires? Vous n'étiez pas bon? Je vais vous dire pourquoi. Vous avez fait de l'optimisation fiscale. C'est-à-dire que vous avez noté en dette vos entreprises qui sont en France, alors que l'essentiel de vos raffineries sont en France et votre chiffre d'affaires, vous le faites en France. Donc, vous avez fait de l'optimisation fiscale. Vous me direz, vous avez respecté la loi. Soit, mais admettez que ce n'est pas moral. Et qu'en ce moment, maintenant, passez à la caisse parce que c'est votre patrie. Ou alors, vous n'avez pas de patrie à part votre portefeuille. Voilà ce que je lui dirais. Le gouvernement va faire des annonces cette semaine, dans les jours à venir. C'est Sébastien Lecornu qui l'a promis. Il a promis de changer d'ampleur et d'échelle pour adapter les aides. Il ne va pas taxer les super-profits demain, Sébastien Lecornu, je pense qu'on peut se le dire. Non, il ne fera rien. Ok. Quelles mesures vous attendez du gouvernement français ? Que peut-on faire pour être au chevet des Français qui souffrent de plus en plus de cette crise? Mais dans l'immédiat, parce que les super-profits, taxer les super-profits, il faut le décider, etc. Ils ont besoin d'aide aujourd'hui à la pompe. Absolument, vous avez raison. Donc on bloque les prix et on les ramène au niveau où ils étaient. Donc pendant un temps, les super-profits qu'aura fait telle ou telle entreprise, ils vont les bouffer parce qu'ils vont vendre en partie, peut-être en dessous du prix des cours. Mais comme je ne connais pas leur stock, je ne m'avancerai pas trop à pleurer pour eux avant terme. Donc, on ramène le prix à 1,70 par décision de l'État. Et si on me dit qu'il y aura pénurie, eh bien, je sais ce qu'il est possible de faire, parce que des fois, on réquisitionne. Figurez-vous que ça existe aussi, la réquisition. Et je dirais à l'Europe, vous allez laisser ce bazar durer combien de temps? Vous allez attendre quoi que ce soit partout? Les gens exsangues, vous vous rendez compte du nombre de gens qui sont devenus pauvres à cause du fait qu'il leur faut payer 2 € et plus le litre? Non mais pardon, une seconde, ça veut dire que tout ce qui a été retiré de leur salaire, c'est du manger de moins, c'est du confort de moins, c'est des privations. Il y a déjà 1 million de plus qu'il y en avait de pauvres au début du mandat de M. Macron. C'est bon, quoi, lâchez un peu les gens. Si vous êtes président, votre gouvernement aura affaire à des rappel à la réalité, notamment celle de la Banque de France. Par exemple, cette semaine, la Banque de France, par la voix de M. Villeroy de Galhau, a dit « mais nous n'avons plus d'argent pour financer des mesures générales ». On n'a plus. Nos voisins ont deux différences avec la France, ils ont plus d'inflation, ils ont plus de moyens budgétaires. Les mesures générales étant de toute façon inefficaces, nous n'avons pas en plus les moyens. Nous n'avons pas les moyens, nous n'avons plus les moyens de financer des mesures générales. Il fait son boulot de banquier central. Il est une composante de la Banque centrale européenne. Donc il fait le travail qu'on attend de lui. On n'attend pas d'un banquier central qui commence à dire « Ouh, faisons la fête ». Mais du coup, ça discrédite sa parole. Je ne suis pas d'accord avec son... On ne l'écoute pas, Non, son diagnostic n'est pas le bon. Pardon madame, mais réfléchissons un instant, puisqu'on va vers le bout de notre réunion, de notre rencontre. Disons-nous la chose suivante. Qu'est-ce que nous avons à dire à la jeune génération? Voici quel est notre projet. Faire des économies et des coupes dans les services publics. C'est tout. C'est tout. On ne fera rien d'autre. On ne vivra pas, on n'aura pas de petit bonheur, on ne sera pas... Moi, mon idée, c'est à la fois de réparer les dégâts, qui sont considérables. Ça va demander des sous. Deuxièmement, de régler avec la Banque centrale la façon européenne, cette fois-ci. Il va falloir qu'on règle la question de son intervention dans l'économie européenne. En ce moment, elle continue à refuser de prêter de l'argent directement aux États. Il faut qu'elle le fasse. Elle l'a fait pendant la Covid. La Banque centrale européenne peut annuler la dette Covid des États. Je ne vais pas me lancer à cette heure dans une démonstration pour dire qu'une dette qui est auprès de la Banque centrale européenne n'existe pas. Alors,
faisons ça. Et puis ayons des projets. Bon sang, on ne va pas passer notre vie à regarder le bout de nos chaussures. Donc, ayons des grands projets sur les grandes frontières. Alors, on parle de l'espace, on a parlé de la mer, on parle du numérique, on peut avoir nos stockages, notre indépendance, de nos données. Et puis, madame, il y a une nouvelle frontière, c'est la santé humaine. Allons-y, nous les Français, on sait le faire, c'est une des recherches les plus performantes du monde. Ayons des grands projets, et l'argent qui est mis là-dedans, même si c'est dans le moment une dépense, mais cette dépense, c'est du salaire donné, et ça active la vie de la France. C'est comme ça qu'il faut faire, sinon on va mourir tous, hein, donc, si vous avec arrivez, des grandes explications. Si vous arrivez au pouvoir, il va vous falloir une équipe autour de vous. Et vous voyez la passion que j'y mets déjà. Oui, mais je vous ai bien réécouté sur TF1 dimanche. Vous disiez, en gros, l'une de nos fiertés, l'une de nos forces, c'est qu'autour de moi, j'ai déjà un gouvernement. On le visualise déjà, j'ai des personnalités. Qui serait votre Premier ministre? Si vous voulez aller au bout de la logique et d'être fier de pouvoir dire aux Français, regardez, nous, on sait déjà qui va diriger le pays. Allez au bout et dites-nous qui serait Premier ministre. Non, je n'irai pas au bout, et même pour vous faire plaisir, ce qui me serait très agréable, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Nous allons voir où nous en serons. C'est dans moins d'un an, hein, le deuxième tour. Il y en a un paquet là qui n'ont pas compris que ça commence à hurler. C'est demain, c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des réponses. Et oui, aujourd'hui. on va voir, parce qu'il faut voir quelle va être l'ampleur du choc. Là, pour l'instant, c'est le premier choc qu'on prend, hein, c'est le prix à la pompe. Et puis ensuite, il va arriver l'inflation, parce que tous les produits qui contiennent du pétrole ou des industries chimiques, hein, vont eux aussi introduire des augmentations de prix. Et mécaniquement, ça se reproduit dans des tas d'autres endroits. Ça sera le deuxième choc. Celui-là, il va être terrible quand on les additionne. En plus, ça va être l'année 2027. C'est l'année où le changement climatique va se manifester de manière particulièrement violente pour des raisons qu'on passe à cette heure. Mais le courant El Niño arrivant plus tôt, l'eau ne refroidira pas autant qu'elle doit. Enfin, une histoire horrible. Bref, il va pleuvoir comme jamais et faire chaud comme jamais. Et puis on aura cette crise et on verra où on en est de la guerre. Et en fonction de la manière dont se présenteront les choses, ça sera plutôt l'une ou plutôt l'autre, au masculin, au féminin. Bon, j'ai plutôt l'embarras du choix. Tellement je connais bien cette équipe qui est autour de moi. Et puis il y a ceux qui viendront, parce que... Les socialistes dès le mois... Non, les socialistes ne viendront pas, ils l'ont décidé très fermement, et d'ailleurs, ils ne sont pas fiables. Donc moi, je fais un gouvernement stable, avec des gens qui respectent la parole donnée, qui se respectent entre eux, pas une bande de gens qui se battent comme des chiffonniers. Qui pourrait venir alors? Bon, non, mais je pense que les communistes et les écologistes vont bien se rendre compte que c'est un suicide. De vouloir faire une gauche sans LFI, ça n'a pas de sens. Personne n'est réélu sans nous. Bon, vous me direz, nous non plus sans les autres, ça se discute. Mais on a donc un intérêt mutuel. Et il est temps donc, surtout les communistes, qui sont quand même les alliés avec lesquels nous avons commencé à construire le front de gauche, et puis ensuite les insoumis. Mais les écolos, parce qu'il faut gratter vraiment profond pour trouver une différence sur le terrain de l'écologie entre nous et le parti écologiste. Hein. Donc je suis certain qu'au mois de septembre, parce que je dis à tout le monde, il y a des limites, hein, on ne va pas jouer comme ça jusqu'à la dernière minute. Pourquoi on ne va pas jouer? Parce que les Français attendent du sérieux. Si vous croyez que cette mascarade de bastons généralisés de gens qui se disputent entre eux dans le même parti donne confiance aux Français, c'est une erreur. Il y a un endroit stable, le voici. On a appris, juste avant de commencer cette émission, vous étiez juste à côté de moi, que Boris Vallaud quitte la direction du Parti Socialiste sur fond de désaccords sur la ligne ou d'absence justement de visibilité sur la suite des événements. Votre réaction? Je ne veux pas m'en mêler. Des fois, on a envie de rire et d'autres fois de pleurer. De voir le courant qui s'appelle Unir aggraver les divisions de leur propre parti, ça fait sourire. Mais après, ça fait pleurer, parce que le Parti Socialiste a été une grande force politique dans notre pays. Et on voit bien qu'il ne l'est plus d'aucune manière. C'est une troupe confuse de gens qui se disputent à tout propos, se battent entre eux pour les mêmes places. Bon, et tous d'ailleurs, hein, vous les prenez, ceux qui sont dans le parti, ceux qui sont dehors. Donc j'ai pas envie d'entrer là-dedans. Je leur souhaite d'en sortir. C'est notre intérêt. En général, pour la France, l'intérêt, c'est que le Parti Socialiste se stabilise. Et s'il pouvait en plus respecter sa parole, ce serait parfait. Marine Le Pen,
Elle préfère le bloc central. Désormais, son meilleur adversaire dans la course à l'Élysée, c'est plus vous, Jean-Luc Mélenchon, au regard de ses dernières déclarations. Non, pour elle, c'est Édouard Philippe, en tout cas le candidat qui présentera le bloc central. C'est ce qu'elle a déclaré. Je souhaite un second tour face au bloc central. Moi, ça peut surprendre parce que dans les sondages actuels, le RN est battu par Édouard Philippe, ce qui est moins vrai dans les sondages, qu'il faut prendre avec beaucoup de mesures. On est très loin de l'échéance, même si on vient de se dire que c'est demain. Mais quand même. Alors, non, mais je vais poser la question. C'est qui votre adversaire à vous? Si vous deviez en choisir un pour être au second tour, si vous y parvenez. Par définition, attendez, la démocratie, on est en compétition tous. Chaque candidat est un adversaire politique, parce que vous pensez que vous valez mieux que lui pour le pays. Donc ne transformons pas. Alors, bien sûr que fondamentalement, c'est le Rassemblement national qui est l'adversaire principal dans la mesure où il représente la fin de la France. Ce serait une petite nation rageuse, ethniciste, bouffée et dévorée de racisme. Je ne veux pas entendre parler de ça, dirigée par des incapables. Parce que globalement, c'est un parti d'incapables et de gens qui n'ont ni culture, ni connaissance de la façon de gérer un pays que nous avons, nous. Bon, alors c'est clair que c'est eux. Alors elle a raison, Madame Le Pen. Elle n'a pas dit les choses exactement comme vous les dites. Je vais vous dire, elle a dit, je les préfère parce que ce serait un vote d'adhésion, dit-elle, la maline. Elle a raison. Si elle avait au deuxième tour en face d'elle quelqu'un du bloc dit central, je ne sais pas s'ils ont central, mais bon, admettons, hein, elle le laminerait en 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous glissé vers elle. Ils tiennent des propos souvent aussi terrifiants que les siens. Elle a gagné la bataille idéologique à droite. Par conséquent, elle les absorberait et elle les battrait. Parce que les gens diraient, bah, tiens, on préfère l'original, comme disait le vieux Le Pen, à la copie. Donc, elle préfère ça que moi. Parce que moi, c'est une autre paire de manches d'avoir affaire à moi. Et vous savez, moi, je ne suis pas intimidé. J'ai pas peur même qu'on parle de ces sondages. La dernière fois, on m'avait déjà mis 20 points derrière elle, comme aujourd'hui, 20 points derrière elle. Et ça s'est fini quoi? À peine un point de différence. Je vais dépasser un tout petit peu. Dominique de Villepin, vous le voyez comme quelqu'un qui peut vous voler quelques voix? Comment vous le regardez et sa candidature éventuelle? Je ne pense pas les trucs voler des voix, tout ça, parce que c'est plus compliqué. Je le vois avec respect, parce qu'il est pour tous les Français un personnage singulier dans la vie politique. Bon, après, c'est un homme de droite. Mais vous le voyez comme un potentiel allié, à terme? Je ne sais pas, je ne crois pas qu'il voudrait. Hein. Mais bon, non, je n'ai pas pensé comme ça. Je le vois comme quelqu'un d'utile, parce qu'il apporte, si vous voulez, quand c'est moi qui le dis, que je remue mes mains, que je parle fort, on dit « Ah, Mélenchon !» Bon, il se trouve que Villepin aussi, il remue les mains, il parle fort, et bon, on se dit, bah quand même, ils disent la même chose les deux sur certains sujets. Donc je le vois avec du respect, de la bienveillance. Et puis il y en a d'autres, non, je les vois avec ni respect ni bienveillance, parce que je suis en désaccord complet avec eux. Quand j'écoute M. Retailleau, bah, j'ai pas un instant où je me dis, ah, il pourrait être mon président. Non, ça me vient pas à l'esprit. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté l'invitation. Pour cette longueur sur un sujet qui me passionne, et vous m'avez fait la démarche respectueuse qui a été la vôtre. Et j'apprécie beaucoup, beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation.